Le vent à l'extérieur de l'hôpital gémissait, traînant des rideaux de pluie le long des fenêtres. Anna clignait lentement des yeux, la perfusion dans son bras la piquant à chaque léger mouvement. La pièce était si blanche, si stérile. Elle se demandait à moitié si elle était encore en vie ou si elle flottait quelque part entre mémoire et oubli. Tout ce qu'elle pouvait goûter, c'était du cuivre et du chagrin. La dernière chose dont elle se souvenait avant que l'anesthésie ne fasse effet, c'était la main de Devon. Fraîche, stable, enroulée autour de la sienne. Il n'était plus là maintenant. Les infirmières entraient et sortaient, la télévision diffusait à voix basse un scandale de football. Le téléphone d'Anna restait silencieux. Devon aurait dû être là. Devon avait toujours dit qu'il serait là. C'était leur accord, non? Après tout, après les fausses couches, les licenciements, les trahisons, les drames familiaux, ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Du moins, c'est ce qu'il avait dit la semaine dernière, lorsqu'il avait pressé ses lèvres contre sa tempe et murmuré « Ce n'est qu'un obstacle, bébé. Tu es mon monde ». Mais ce soir-là, l'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges. Elle s'était réveillée après minuit. Sa gorge brûlait. Un gobelet en papier rempli d'eau l'attendait près du lit, seul signe que quelqu'un se souciait qu'elle ait survécu à l'opération. Son côté gauche lui faisait mal, mais c'était la douleur dans sa poitrine qui la gardait éveillée. La douleur et le souvenir de la voix de Devon, crépitant dans sa tête. Elle appuya sur le bouton d'appel pour l'infirmière. Mais lorsque la porte s'ouvrit, ce n'était pas Devon qui entra. C'était André, son frère, arborant un regard qu'elle avait vu trop souvent. Un regard qui disait que quelque chose de grave s'était produit. Il posa un paquet de chips au barbecue, lui prit la main et la serra. « Où est Devon ?» murmura-t-elle, essayant de paraître détendue. André détourna le regard, la mâchoire crispée. « Il est parti. Il a dit qu'il devait régler quelque chose. Il m'a donné tes clés. J'ai apporté tes affaires de la maison. » Anna fixa le plafond, son esprit s'emballant. Régler quelque chose? Qu'est-ce qui pouvait être plus important que ça? Repose-toi, dit André. On parlera demain matin. Mais elle ne se reposa pas. Elle ne dormit pas. Elle fit défiler son téléphone. Aucun appel manqué de Devon. Aucun message. La seule chose qu'elle trouva était une conversation de groupe avec ses sœurs de sororité, à laquelle elle ne répondit pas. Dans le silence, elle entendait son propre pouls et se demandait « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» 3 jours à l'hôpital, 3 jours de douleur, de sang, de bile typographie. Système, chèque, et de visages polis et bien rodés d'infirmières qui ne la connaissaient pas. André lui apporta un milkshake le 2e jour, et une perruque le 3e jour pour cacher ses cheveux d'hôpital, ma sœur. Mais Devon ne vint jamais. Pas Indiana Jones, pas un appel, pas un message, pas une fleur. Lorsqu'elle fut autorisée à sortir, André la conduisit à la voiture. Il pleuvait encore, mais moins fort. L'air était chargé de secrets. Chez elle, l'odeur du parfum de Devon avait disparu. Dans la chambre, la photo d'eux à Cabo avait disparu de la table de nuit. Ses vêtements avaient disparu du placard. Ses baskets avaient disparu du portant. Il avait laissé une note collée sur le frigo, une seule ligne écrite de son écriture rapide et arrogante. « Tu vas t'en sortir. Ne m'appelle pas. » Sa poitrine se serra. Les murs semblaient vaciller. La première semaine chez elle, elle vécut dans une sorte de transe. André passait tous les jours. Son amie Kia apportait de la soupe et des potins, mais Anna entendait à peine. Elle faisait les gestes habituels, se douchait, mangeait un peu, regardait les informations. Elle tenta d'appeler Devon une fois, mais tomba sur une messagerie vocale. Son Instagram était soudainement en mode privé. Sur Facebook, il avait une nouvelle photo de profil, lui, seul, sur une plage, en costume. Sans légende. Ce fut Kia qui lui dit enfin la vérité. Kia le faisait toujours. « Ma fille, tu sais qu'il est à Atlanta maintenant avec cette avocate de Buckhead. Mon cousin les a vus au centre commercial Linux, en train d'acheter des bagues. » Les mains d'Annika tremblaient tandis qu'elle picorait sa soupe. Il se tenait la main, Na.
Et il avait l'air heureux. Sa poitrine se creusa, son estomac se noua, mais aucune larme ne vint. Le silence devint plus lourd. Anna cessa de répondre aux appels, cessa de manger. André la força un jour à sortir dans le petit carré d'herbe derrière sa maison et mit une tasse de café dans sa main. « Tu vas le laisser te briser ?» demanda-t-il, regardant dans le crépuscule. Elle ne répondit pas. Il secoua la tête. « Tu as toujours été la plus forte. Même maman le disait. Il n'a pas le droit de te définir, ma sœur. » Anna fixa son reflet dans la fenêtre, se demandant quel genre de femme se fait quitter après une opération, se demandant si elle était peut-être brisée après tout. 2 semaines passèrent. Une lettre arriva par la poste. Un document judiciaire déposé dans le comté de Fulton, Géorgie. Devon demandait le divorce. Sans explication, sans excuse, juste le langage sec de la loi. La raison, rupture irrémédiable. Elle pressa le document contre sa poitrine, respirant l'encre stérile, la dure réalité. Il était vraiment parti. Pendant des jours, elle se sentit sans poids, détachée. Elle errait de pièce en pièce, cherchant des choses qui n'étaient plus là. Son rire, ses baskets, sa chaleur. La nuit, elle rêvait de lui s'éloignant d'elle dans une foule, se fondant dans une mer d'étrangers, hors d'atteinte. Puis un matin, quelque chose en elle se brisa. Elle fit ses valises, réserva un billet pour Atlanta. Elle voulait des réponses, et elle en avait assez d'être invisible. La ville était chaude et hostile, l'air de juillet collant à sa peau. Elle s'installa dans un hôtel près de Peachtree, non loin de l'endroit où elle avait entendu que Devon séjournait. Elle portait sa perruque préférée, des lunettes de soleil et une robe rouge qui criait une confiance qu'elle ne ressentait pas. Elle espionna son Instagram, rassemblant des indices. Une photo taguée dans un bar sur le toit, un cliché flou avec une femme dont elle reconnut le nom d'un procès d'il y a des années. Elle attendit 2 jours avant de les trouver bras dessus bras dessous devant un tribunal. Le vent à l'extérieur de l'hôpital gémissait, traînant des rideaux de pluie le long des fenêtres. Anna clignait lentement des yeux, la perfusion dans son bras la piquant à chaque léger mouvement. La pièce était si blanche, si stérile. Elle se demandait à moitié si elle était encore en vie ou si elle flottait quelque part entre mémoire et oubli. Tout ce qu'elle pouvait goûter, c'était du cuivre et du chagrin. La dernière chose dont elle se souvenait avant que l'anesthésie ne fasse effet, c'était la main de Devon. Fraîche, stable, enroulée autour de la sienne. Il n'était plus là maintenant. Les infirmières entraient et sortaient, la télévision diffusait à voix basse un scandale de football. Le téléphone d'Anna restait silencieux. Devon aurait dû être là. Devon avait toujours dit qu'il serait là. C'était leur accord, non? Après tout, après les fausses couches, les licenciements, les trahisons, les drames familiaux, ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Du moins, c'est ce qu'il avait dit la semaine dernière, lorsqu'il avait pressé ses lèvres contre sa tempe et murmuré « Ce n'est qu'un obstacle, bébé. Tu es mon monde. » Mais ce soir-là, l'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges. Elle s'était réveillée après minuit. Sa gorge brûlait. Un gobelet en papier rempli d'eau l'attendait près du lit, seul signe que quelqu'un se souciait qu'elle ait survécu à l'opération. Son côté gauche lui faisait mal, mais c'était la douleur dans sa poitrine qui la gardait éveillée. La douleur et le souvenir de la voix de Devon, crépitant dans sa tête. Elle appuya sur le bouton d'appel pour l'infirmière. Mais lorsque la porte s'ouvrit, ce n'était pas Devon qui entra. C'était André, son frère, arborant un regard qu'elle avait vu trop souvent. Un regard qui disait que quelque chose de grave s'était produit. Il posa un paquet de chips au barbecue, lui prit la main et la serra. « Où est Devon ?» murmura-t-elle, essayant de paraître détendue. André détourna le regard, la mâchoire crispée. « Il est parti. Il a dit qu'il devait régler quelque chose. Il m'a donné tes clés. J'ai apporté tes affaires de la maison. » Anna fixa le plafond, son esprit s'emballant. Régler quelque chose? Qu'est-ce qui pouvait être plus important que ça? Repose-toi, dit André. On parlera demain matin. Mais elle ne se reposa pas. Elle ne dormit pas.
Elle fit défiler son téléphone. Aucun appel manqué de Devon. Aucun message. La seule chose qu'elle trouva était une conversation de groupe avec ses sœurs de sororité, à laquelle elle ne répondit pas. Dans le silence, elle entendait son propre pouls et se demandait « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» 3 jours à l'hôpital, 3 jours de douleur, de sang, de bile-typographie. Système, chèque, et de visage poli et bien rodé d'infirmières qui ne la connaissaient pas. André lui apporta un milkshake le 2e jour, et une perruque le 3e jour pour cacher ses cheveux d'hôpital, ma sœur. Mais Devon ne vint jamais. Pas Indiana Jones, pas un appel, pas un message, pas une fleur. Lorsqu'elle fut autorisée à sortir, André la conduisit à la voiture. Il pleuvait encore, mais moins fort. L'air était chargé de secrets. Chez elle, l'odeur du parfum de Devon avait disparu. Dans la chambre, la photo d'eux à Cabo avait disparu de la table de nuit. Ses vêtements avaient disparu du placard. Ses baskets avaient disparu du portant. Il avait laissé une note collée sur le frigo, une seule ligne écrite de son écriture rapide et arrogante. « Tu vas t'en sortir. Ne m'appelle pas. » Sa poitrine se serra. Les murs semblaient vaciller. La femme était grande, à la peau claire, les cheveux parfaitement lisses, un large anneau de diamants scintillant à sa main. Devon semblait plus jeune, plus mince, comme si le fardeau de son ancienne vie avait été coupé. Anna les observa depuis sa voiture, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans une Mercedes noire. Elle ne l'affronta pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité était évidente. Il commençait une nouvelle vie, et elle n'était pas invitée. De retour à l'hôtel, Annika se regarda dans le miroir. Son visage était plus mince, plus anguleux, plus vieux qu'avant. Elle toucha la cicatrice sous sa clavicule, celle que personne ne verrait, et réalisa qu'elle avait été coupée de plus d'une manière. Le lendemain, elle rentra chez elle. Elle envoya un message à André, « Je suis de retour. C'est fini. » Elle recommença à sortir, à marcher dans le quartier, à parler aux voisins. Elle laissa Kia l'emmener boire un verre à Edgewood. Elle se laissa entourer de rires et d'amis bruyants et aimants. Elle se coupa les cheveux. Elle cessa de vérifier les réseaux sociaux de Devon. Mais au fond de son esprit, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de froid, de concentré, de féroce. Elle avait du travail à faire. Elle n'était pas qu'une épouse. Elle n'était pas qu'une femme abandonnée. Elle était Anna Larue, et elle avait construit bien plus qu'un mariage. Pendant des semaines, Annika passa ses journées dans son bureau à domicile. Elle éplucha des dossiers, des tableurs, des plans. Elle passa des appels calmes et sérieux à des avocats, des conseillers, des personnes que Devon n'avait jamais rencontrées et dont il se moquait. Elle restait discrète, refusait toutes les invitations, se déplaçait comme un fantôme. André s'inquiétait, mais elle se contentait de sourire et de lui dire « Je gère ». Il ne la pressa pas. Il lui faisait confiance. Chaque jour, elle se reconstruisait. Pas avec l'espoir du retour de Devon, mais avec quelque chose de plus tranchant. La volonté de reprendre ce qui lui appartenait. De renaître des ruines. Début septembre, le monde bascula. Une nouvelle éclata de nulle part. Une entreprise technologique locale appelée Novatech était rachetée par un investisseur anonyme. La presse économique s'agitait, cherchant à découvrir qui c'était, combien cela valait, mais personne ne savait. Devon, pendant ce temps, paradait dans la scène sociale d'Atlanta, exhibant sa nouvelle femme, vantant une start-up qu'il lançait. Annika apprit par le cousin de Kia que Devon dépensait sans compter, achetant des voitures, organisant des fêtes, vivant à fond. Elle observait en silence, patiemment, sans dire un mot. Elle le laissait dépenser, se vanter, croire qu'il avait gagné. Mais Anna n'était pas inactive. Elle fermait des portes, coupait des liens, transférait des actifs, déplaçait de l'argent. Elle laissait Devon penser qu'elle était perdue, déprimée, vaincue. Elle jouait si bien ce rôle qu'André lui-même s'inquiétait. Mais derrière les portes closes, elle négociait. Elle planifiait. Il y avait des appels à des avocats à New York, à un gestionnaire financier à Houston,
à un capital risqueur à Auckland. Son ton était précis. Ses questions acérées. Quel est le calendrier? Quelle est mon exposition? Qui doit signer? Chaque détail comptait. Les nuits étaient les plus dures. Allongée dans son lit, elle entendait des échos de la voix de Devon, voyait des éclairs de son sourire, sa main dans son dos lors des fêtes, sa chaleur dans l'obscurité. Mais elle se forçait à se souvenir de l'hôpital, du silence, de la froideur de son dernier message. Elle avait construit ses propres murs maintenant. Elle avait appris à dormir seule, mais elle n'était jamais vraiment seule. André appelait tous les jours. Kia envoyait des mèmes et des messages justes pour prendre des nouvelles. Sa mère envoyait des versets bibliques, sa seule façon de dire « Je t'aime ». Continue. Et au fond, Annika s'accrochait à la certitude qu'elle avançait vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. 6 semaines après cette nuit à l'hôpital, un seul titre changea tout. Une milliardaire mystérieuse acquiert la majorité des parts de Novatech. Une nouvelle PDG secoue l'Amérique des affaires. La nouvelle se répandit partout. CNN, Bloomberg, Black Enterprise. Les journalistes se démenaient pour découvrir l'identité de la nouvelle propriétaire. Le montant était stupéfiant, un deal de 10 milliards de dollars, le genre de chiffre qui résonne dans le monde des affaires. Puis, lors d'une conférence de presse à Midtown Atlanta, une femme noire en tailleur prit la parole, le regard ferme, la voix posée. « Merci d'être ici. Je m'appelle Al Jones, et à partir d'aujourd'hui, je suis la PDG de Novatech. » Dans la foule, personne ne l'a reconnue comme Anna Larue. Pas encore. Elle portait un nouveau nom, une nouvelle vie, et un regard qui défiait quiconque de la sous-estimer. Devon vit cela à la télévision, assis dans l'appartement en ruine qu'il avait loué avec sa nouvelle femme. La start-up sur laquelle il avait tout misé s'effondrait. Les investisseurs s'étaient retirés, le marché s'était retourné, et les factures s'accumulaient. Il regarda, engourdi, cette femme qu'il pensait avoir laissée derrière lui traverser l'écran comme un fantôme venu réclamer une dette. Il appela. Le numéro était déconnecté. Il envoya un email. Il lui revint. Il tenta de contacter Kia, André, sa mère. Personne ne lui donna un moyen d'entrer. Il était à l'extérieur, regardant à l'intérieur, et le monde avait continué sans lui. Pendant ce temps, Anna construisait quelque chose de nouveau. Son équipe était affûtée, diverse, loyale. Elle fit venir des femmes de Spelman, des codeurs du West End, des designers d'Auckland. Elle travaillait tard, dirigeait avec vision, et ne regardait jamais en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait pris l'entreprise, le pouvoir, l'avenir. Et elle laissa Devon là où il l'avait laissé, seul, fauché, et indigne d'une explication. Ses cicatrices guérissaient, son cœur battait régulièrement, et chaque fois qu'elle passait les portes du bureau, la ville vibrait de son nom. Elle n'était plus l'épouse de quelqu'un. Elle était la tempête. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire puissante.